La particularité des perturbateurs endocriniens, c'est que ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des molécules qui échappent aux règles de toxicologie classique, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais la durée, c'est-à-dire qu'une exposition récurrente à des doses très faibles peut être beaucoup plus grave qu'une exposition ponctuelle à des doses élevées. Et c'est des molécules qui ont souvent une stabilité extrêmement grande dans le temps. Et donc, ça cause un gros problème parce que lorsque on définit pour chaque produit une dose journalière admise, et on va dire, ben voilà, la dose que vous avez absorbée aujourd'hui, ça cause pas de problème puisque c'est inférieur à la DJA, la dose journalière admise, et demain ce sera encore inférieur à la DJA, et après-demain aussi. Le problème, c'est que ces molécules étant extrêmement stables dans le temps, la dose accumulée aujourd'hui s'accumule avec celle d'hier, et avec celle d'avant-hier, avec celle d'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Ça peut être des molécules qui ont cet ordre de grandeur de stabilité, et donc évidemment ça oblige de revoir complètement la toxicologie. Les doses journalières admises aujourd'hui n'ont absolument rien à voir, sont pas du tout adaptées aux caractéristiques de ces nouveaux polluants. Et puis, comme je le disais, ce sont des perturbateurs endocriniens, ça veut dire que ça touche les voies hormonales, et notamment les voies hormonales sexuelles, et par conséquent, on n'a justement pas le même effet chez les mâles et chez les femelles. C'est justement une caractéristique. Et donc la différence d'effet entre les sexes ne doit pas être un argument pour dire, vous voyez, c'est pas lié à la molécule en question, c'est lié à la variabilité naturelle de l'espèce, et donc circuler, il n'y a rien à voir. Comment définit-on une dose journalière admissible ? En fait, c'est extraordinaire de naïveté, de simplicité. On prend un animal, on le soumet à un toxique pendant 1-2 semaines maximum. Et puis on note la dose à partir de laquelle on commence à voir un effet. Quel effet ? On prend l'effet, par exemple, le moins sensible, par exemple la perte de poids, alors qu'il y a des effets nettement plus sensibles. Et alors, que fait-on ? On prend cette dose-là, on la divise par 100 et on dit, voilà, la dose journalière admissible pour les humains, c'est cette dose-là. Donc la dose pour laquelle on a vu les premiers effets chez un animal, divisé par 100. C'est bien entendu extraordinairement naïf, puisque un animal tel que nous autres, les humains, nous sommes soumis à quantité de toxiques pendant toute notre existence. D'accord ? Donc ceci fait fi de la pure rationalité toxicologique. Il y a un fort déni sur l'impact des produits chimiques en général sur la santé. Plusieurs agents causaux chimiques peuvent provoquer différentes manifestations, différents symptômes chez un individu. Et le fait qu'on n'ait pas un lien direct entre un agent causal et une pathologie, ça crée le déni. Tout ce que l'on a mis sur pied en termes de réglementation toxicologique n'a pas été apte à nous protéger, puisque depuis 60 ans, on voit une augmentation catastrophique des pathologies, ce qu'on appelle des pathologies chroniques, doublement des cancers en l'espace de moins de 50 ans, perte de 50% des spermatozoïdes chez l'homme, presque 60 ans d'après le professeur Sultan maintenant, par rapport à nos grands-parents. Augmentation des maladies neurodégénératives, Alzheimer, etc. Mais aussi, chose que peu de personnes savent, c'est une diminution du QI moyen, du quotient intellectuel moyen en Occident. La survie en bonne santé, elle est de 60 ans chez les hommes, 63 ans en moyenne, à 1 an près chez les femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on force la population à travailler jusqu'à 65, voire 67 ans, on conserve au travail 50% de malades. Et donc, ça a un impact aussi sociétal sur les arrêts de travail, etc., etc. Donc, vous voyez que ce qu'il va falloir prendre conscience, c'est la complexité du monde et les interrelations et surtout les effets latéraux indésirables de toutes les décisions que l'on prend. On a une multiplication depuis quelques décennies de produits, de xénobiotiques, donc de produits étrangers à la vie, auxquels on est confronté, que ce soit dans le monde agricole, bien sûr, mais également dans la vie domestique de tous les jours. Et le problème, c'est que ce ne sont pas des produits qui font mourir subitement dans un cri de douleur. Ce sont des produits, ça a été dit par Corinne Lepage tout à l'heure, ce sont des produits qui vont, pour lesquels on vient bousculer la vieille toxicologie à la papa, où si on n'a pas une proportionnalité entre les effets et la dose, et si on n'a pas des effets identiques chez les deux sexes, on considère que circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas le produit en question qui est responsable des effets observés.
Donc, et en plus, on n'est pas exposé à un produit, mais à une multitude de produits. Et donc, il est extrêmement difficile d'établir de corrélation de cause à effet pour savoir quelle est la part de responsabilité de chacun de ces produits. On essaie aussi, en quelque sorte, de déresponsabiliser les causes environnementales dans les problèmes de santé, en essayant de se réfugier, là je le dis en tant que généticien, en essayant de se réfugier derrière le tout génétique. Quand on voit l'explosion de l'obésité depuis déjà des décennies aux États-Unis, on nous disait que c'était d'origine génétique. Mais c'est un déni scientifique. Il n'y a aucune maladie génétique. Ce serait bafouer les lois de la génétique, de l'hérédité génétique, que de penser que l'on peut avoir une telle transmission à un tel taux sur des durées aussi courtes. Ce n'est pas une maladie génétique. Et comme l'a dit le docteur Spirou, ce n'est pas non plus des causes bactériennes, des causes virales. Et donc, il faut bien chercher les causes ailleurs. Et ce sont bien sûr des causes chimiques. L'exposition aux polluants chimiques, dérégule le métabolisme glucidolipidique, entraînant donc un diabète entraînant un surpoids, obésité, puis diabète, puis in fine maladie cardiovasculaire. Ça c'est pour l'homme. Et aussi donc des données épidémiologiques qui montrent très clairement que l'exposition aux polluants, est associée au développement du diabète et de l'obésité. Alors on peut dire oui, mais association ne vaut pas causalité. Certes, c'est vrai, mais on dispose maintenant aussi de données épidémiologiques montrant que l'exposition de la femme enceinte à des polluants organiques chimiques, en particulier les perturbateurs endocriniens, programme la descendance à devenir à un âge plus ou moins avancé, ça peut être la jeune enfance, ça peut être l'adolescence, ça peut être l'âge adulte, programme donc la descendance à devenir soit obèse, soit à développer plus ou moins tard un diabète. On est encore habitué à utiliser l'épidémiologie qui est une science, si j'ose dire, qui a été faite pour l'hygiène pasteurienne avec un agent causal bactérien et une maladie bien déterminée. Or, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, ce n'est plus du tout comme ça que ça peut fonctionner avec les produits chimiques parce qu'on en est entouré et on en a plein partout. Donc, la seule chose, c'est qu'il faudra qu'on arrête de faire de l'épidémiologie de grand-papa. Il va falloir qu'on se base, quand on a une suspicion, une corrélation sur un lien quelconque, il va falloir qu'on étudie d'abord in vitro, l'impact, après sur des animaux, des rats de laboratoire, après ça chez des animaux un petit peu plus grands, animaux d'élevage par exemple, pour voir comment ça se passe, et puis mettre ça en corrélation avec ce qui se passe dans le biotope en général, et puis en humaine. Et c'est en ramassant tous ces éléments-là, on va pouvoir prendre la décision de dire oui, c'est dangereux, non, c'est pas dangereux, oui, on le met sur le marché, non, on le met pas sur le marché. L'écotoxicologie, c'est toute sa difficulté, étudie les très faibles doses. Pour les scientifiques, c'est très risqué parce que si on l'utilise pour faire nos expériences de très faibles doses, on prend le risque de ne rien observer. Et si on n'observe rien, on ne publie pas. Si on ne publie pas, on n'a pas de crédit. Si on n'a pas de crédit, on n'a pas de promotion. On ne peut pas recruter de maîtres de conférences pour nous épauler dans nos laboratoires, etc. Donc la tentation est grande de faire de la toxicologie classique. Et puis également, seconde difficulté, les écotoxicologues reçoivent très très peu d'argent. Très peu d'argent. L'ANR donne de l'ordre de 7 à 8 garantit et donne des supports en termes financiers à seulement 7 à 8 projets annuels scientifiques dédiés à l'écotoxicologie, donc la toxicologie environnementale. 7 à 8 en France par an, pas plus.